Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, on continue notre série de questions autour de l'agilité et cette fois-ci sur le rôle de coach agile. Donc le coach agile, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte, là je l'ai représenté sous forme de vieux sage, donc quelqu'un qui est plus expérimenté et qui va conseiller les organisations en général à n'importe quelle échelle sur tout ce qui est agilité. Donc ça va être conseiller au quotidien, accompagner au quotidien les gens dans l'agilité. Ça peut être aussi accompagner des transformations agiles quand une entreprise passe de mode d'organisation plus traditionnel, plus hiérarchique sur le cycle en V et qu'elle décide de passer à l'agilité. Donc le rôle de coach agile, ça va être intervenir dans plein de situations différentes. Alors les questions auxquelles on va répondre, c'est des questions qui vont m'être posées à moi par l'IA. Donc je vais répondre, c'est comme un petit jeu, je vais répondre à des questions posées par l'IA. On a déjà fait ce type de vidéo sur l'agilité en général, sur le rôle de Scrum Master, sur le rôle de Product Owner. Maintenant, on va faire le rôle de coach agile. Donc je reprends toujours le même prompt, comme ça on a toutes les questions qui suivent et je suis sûr qu'il n'y a pas de questions en double. J'ai dit maintenant on continue, mais pose-moi uniquement des questions sur le rôle de coach agile. Bien sûr, je ne connais pas les questions à l'avance. C'est entièrement improvisé, donc j'espère que les questions ne seront pas trop dures. Je ne fais pas de montage ni rien, donc j'espère que j'arriverai à répondre. Sur le rôle de coach agile, normalement ça va être plus compliqué. Alors selon toi, qu'est-ce qui distingue fondamentalement un coach agile d'un Scrum Master expérimenté? Alors très bonne question. En termes de les personnes elles-mêmes entre le coach agile et le Scrum Master expérimenté, à première vue, on pourrait dire qu'il n'y a pas forcément trop de différence vu que les deux, ils vont coacher, entre guillemets, des gens, accompagner des gens. D'ailleurs, dans la méthode SAFe, ils ont introduit le terme de team coach en alternative au Scrum Master. On pourrait dire que les deux, ils conseillent les équipes, ils observent, ils proposent des méthodes agiles, ils vont tous les deux potentiellement animer des meetings, faire des propositions, etc. Mais il y a quand même une différence entre le coach agile et le Scrum Master expérimenté. Donc le coach agile, il doit avoir une compréhension encore plus large et plus vaste que le Scrum Master expérimenté, parce que le coach agile ne va pas déjà intervenir uniquement au niveau d'une équipe, mais au niveau de toute une organisation. Donc le coach agile va comprendre pas seulement la dynamique interne d'une équipe, les méthodes pour s'organiser dans une équipe, mais toute une organisation, c'est-à-dire au-delà d'une équipe qui peut être en interaction avec d'autres équipes, agiles ou non, ou il peut être amené à coacher dans un contexte d'agilité à l'échelle, par exemple si on fait du SAFe, etc. Donc c'est un Scrum Master, le coach agile, on pourrait voir ça comme un Scrum Master et vice-versa, mais qui n'a pas le même scope, qui n'a pas la même portée dans l'organisation. Il va pouvoir intervenir de manière beaucoup plus large. Après, les coachs agiles, par exemple dans le cadre d'une transformation agile, ils vont être amenés à conseiller l'organisation. Et qu'est-ce que je veux dire par là, conseiller l'organisation? Ça va être conseiller les chefs. Les responsables, les directeurs, les dirigeants de l'entreprise, du projet, du programme. Donc, ce que je résume sous forme de chef, de manager, etc. Et ça, c'est vrai que par rapport à une équipe de terrain, de développeurs qui vont développer, c'est un autre type de rôle. Les managers, les chefs, les directeurs, ce qu'on veut, qu'il va falloir accompagner aussi dans une transformation agile, parce que si l'entreprise se transforme sur l'agilité, ça va avoir plein d'implications sur l'organisation jusqu'à un haut niveau. Et puis pour qu'elle puisse se transformer, il faut que ça soit sponsorisé à un niveau assez élevé de l'entreprise. Ça veut dire que, entre guillemets, des grands chefs décident qu'on fait en agilité, qu'on y met les moyens. Ça veut dire que on est prêt à assumer le coût de la transformation. Une transformation, c'est pas instantané en général, ça prend du temps. Pendant le temps de la transformation, il y a bien souvent le risque de perdre en performance par rapport à ce qu'on faisait d'habitude. Il va y avoir des frictions, tout un tas de discussions, etc. Et puis ça peut avoir un coût si on doit engager des tas de coachs agiles, de Scrum Master externes, parce qu'on n'a pas les compétences en entreprise.
Donc le coach agile va devoir aussi être amené à intervenir plus haut dans la hiérarchie, si on peut parler d'hiérarchie. Il va également être le coach des Scrum Masters, donc là où le Scrum Master va entre guillemets coacher ses équipes au quotidien. Le Scrum Master qui se trouve en difficulté ou qui a des questions, etc., va pouvoir être accompagné par un coach agile. Donc ça sera un coach agile, ça sera encore plus expérimenté en général qu'un Scrum Master expérimenté. Après, il y a plein de Scrum Master expérimentés qui peuvent aussi faire coach agile, donc c'est en fonction des missions et des opportunités de mission. C'est des rôles qui sont finalement assez proches, où il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Donc vu qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent, souvent les prestataires, ce qui est assez fréquent, c'est que des gens qui se spécialisent là-dedans, ils peuvent faire des missions soit de Scrum Master, soit de RTE, qui est le Scrum Master des Scrum Masters dans un train safe par exemple, soit de coach agile. Donc tout ça, ça se recoupe, mais il y a quand même des différences assez importantes. Parce que le coach agile fait plus de trucs, il va avoir une vision plus large, plus de cordes à son arc, et il va conseiller plus de gens et des gens assez différents finalement de ceux qui sont uniquement à l'intérieur d'une équipe. Donc voilà, ça va nécessiter plus de compétences, plus d'expérience, voilà, une vision plus large. Bon, j'espère que j'ai bien répondu, mais on passe à la question suivante. On me dit souvent que je fais des vidéos trop longues, donc on va essayer de faire une vidéo de moins de 15 minutes, ce qui fait à peu près 4 questions. Comment un coach agile peut-il accompagner une organisation qui dit faire de l'agile, mais dont les comportements restent très command and control? Ah oui, ça c'est très classique. Parfois je vois des organisations qui se lancent dans l'agilité, mais qui au départ sont très très peu agiles et ne s'en rendent même pas forcément compte, parce que l'agilité, c'est tout un état d'esprit, tout un tas de choses à comprendre, et c'est aussi tout un apprentissage. Souvent il y a des organisations qui décident de passer en agilité et qui se disent par exemple on va former tout le monde à faire une formation de 3 jours sur l'agilité. Dans Safe il y a tout un catalogue de formations par exemple, donc on peut former entièrement tout un tas d'équipes, mais ça ne suffit pas. Alors bien sûr c'est bien, il faut des formations de base, c'est un point de départ indispensable. Mais c'est pas un point d'arrivée. Il suffit pas d'être formé pendant 2-3 jours à l'agilité pour bien comprendre ce que c'est. Alors bien sûr, il y a des gens qui comprennent ce que c'est parce que maintenant c'est de plus en plus populaire. Donc par exemple, les étudiants maintenant qui sortent de tout un tas de formations de développement logiciel apprennent l'agilité dès l'école. Donc là, effectivement, ça fait gagner du temps et sont déjà formés d'une certaine manière. Mais ce n'est pas systématique encore. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont jamais fonctionné en agilité. Donc toutes les entreprises ne font pas forcément de l'agilité. Mais parfois, quand elles décident d'y passer, ça prend un certain temps. Et il faut arriver à se rendre compte du chemin qu'il y a à faire. Donc c'est là où le coach agile intervient. Mais ça peut être délicat parce que transformer une organisation, il faut arriver à ce que l'organisation aussi, ça peut pas se faire, surtout dans les méthodes agiles, on fait pas les choses de manière autoritaire. En général, on n'impose pas un fonctionnement, puis ça serait pas très agile. Donc, il faut arriver à ce que l'organisation comprenne la plus-value de l'agilité. Et à mon avis, ça ne peut bien se faire qu'au quotidien. Avec des coachs agiles à l'intérieur de l'entreprise, des organisations, et sur la durée. Ça peut aller plus ou moins vite, bien sûr, mais suivant la taille de l'organisation, moi je pense qu'une transformation agile, ça peut prendre des années. Ça peut être compliqué, il peut y avoir des frictions, on peut mettre en place des choses agiles. Donc l'aspect faire de l'agile, on met en place des choses, mais qui finalement ne conviennent pas, ne sont pas bien calibrées, ou qui ne peuvent être trop... parfois on veut mettre en place toute l'agilité dès le départ, mais ça peut être trop ambitieux par rapport aux contraintes de l'entreprise. Donc moi je pense qu'il faut y aller relativement progressivement, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus que ça soit trop lent, hein, mais voilà, il faut choisir ses combats. Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Par exemple, quelque chose que je vois très fréquemment, c'est on démarre sur l'agilité et on décide de suite de mettre en place le story point. À mon avis, ça c'est délicat parce que le story point c'est assez complexe à appréhender, c'est assez sophistiqué. Souvent les gens savent déjà par ailleurs faire
quand même des estimations en jour homme qui sont plutôt correctes. Même si je vais pas faire le débat StoryPoint versus jour homme, mais donc on veut mettre en place des choses, des outils assez sophistiqués, mais qui sont finalement pas si essentiels que ça pour démarrer. Par exemple, pour moi, une chose très importante pour démarrer, il faut être rigoureux sur le processus itératif, donc c'est-à-dire avoir un planning de sprint. Un calendrier, le respecter, ne pas changer les durées de sprint en fonction des contraintes, ça c'est pas bon. Faire des démos par exemple, parce que c'est ce qui permet à l'équipe d'être en relation avec ses parties prenantes, ses utilisateurs, etc. Donc ça c'est deux choses par exemple que je trouve assez essentielles comme point de départ. Les daily meetings aussi, les rétrospectives, je pense qu'on peut y aller progressivement. Alors là bien sûr il y a beaucoup de Scrum Masters ou de coachs qui ne seront pas du tout d'accord avec moi, mais bon voilà, c'est mon avis. Donc comment on peut accompagner une organisation qui dit faire de l'agile mais dont le comportement reste très command and control? Alors accompagner progressivement, choisir ses combats. Alors c'est vrai que sur la philosophie command and control, donc l'agilité normalement on cultive l'intelligence collective, on fait plus du bottom up que du command and control, et ça c'est presque le plus dur. Va falloir accompagner les managers, les chefs entre guillemets, ceux qui veulent faire du command and control, pour faire la pédagogie et leur expliquer que c'est pas une démarche agile. Alors si on a choisi l'agilité, c'est certainement pour de bonnes raisons. Il faut leur faire comprendre la plus-value que va avoir l'agilité sur les équipes, sur la qualité du produit in fine, et que ça va être plus efficace qu'avec un mode de fonctionnement traditionnel en command and control. Et c'est vraiment pas facile. Bon, voilà, je vais pas m'étendre plus sur cette question. Question suivante. Si vous avez bien sûr des précisions, des remarques, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Alors, quelles approches utilises-tu pour aider une organisation à adopter une culture d'amélioration continue, réelle et durable, et pas seulement cosmétique? Amélioration continue, réelle et durable. Donc ça c'est une assez bonne question. C'est vrai que souvent, l'amélioration continue, ça prend la forme de rétro. La rétro, c'est très bien. Mais si on fait une rétro pour faire une rétro, et que ça sert à rien et que les gens y vont en traînant des pieds ou même qu'ils veulent l'annuler, eh bien dans ce cas, c'est ce que je pourrais appeler une amélioration cosmétique. On dit qu'on fait des rétros, faire de l'agile, mais finalement ça sert à rien et puis on le fait juste pour le faire. Alors quelle approche utiliser? Il faut que ça soit véritablement utile. Alors comment on rend une rétro utile par exemple? Eh bien il va falloir être à l'écoute des équipes, des équipes, leur proposer un format qui convient, qui permet le dialogue, et quelque chose de très important sur lequel on n'assiste pas assez souvent, c'est prendre des actions de rétro et les réaliser, les suivre. Alors, on ne peut pas forcément toujours tout résoudre, mais et c'est un travail du quotidien. Donc, pour avoir une organisation, pour avoir une amélioration continue, il faut... Voilà, bon, je vais résumer mes idées, excusez-moi, c'est de l'improvisation, c'est peut-être pas très clair, mais il faut prendre le temps de discuter, de se poser les questions sur ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on s'améliore. D'abord, c'est le constat. Donc se donner les moyens, donc c'est-à-dire le temps, c'est-à-dire que c'est toujours des réunions, des rétros, des inspect and adapt, des problem solving workshops, on appelle ça comme on veut, mais c'est toujours la même chose, c'est rassembler des gens, avoir un espace de discussion. Ensuite, que de cette discussion, arriver à faire sortir des actions concrètes. Des objectifs SMART par exemple. SMART, qu'est-ce que ça veut dire? Je me souviens plus. Je vais vous le redire. Bon là, j'ai pas réfléchi avant. Voilà. Donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et time bounded. Time bound, c'est limité dans le temps. Donc prendre des actions de rétro, prendre des actions concrètes d'amélioration continue. Comme ça. SMART. Et que quelqu'un soit responsable
Alors, responsable entre guillemets, hein, parfois on prend des actions qui finalement on se rend compte que c'était pas si pertinent au moment où on a décidé de les prendre ou qu'on n'y arrive pas. L'amélioration continue, c'est pas de tout corriger tout le temps très vite, c'est une démarche, une envie de s'améliorer. Parfois il faut choisir ses combats, parfois il y a des choses qu'il faut laisser tomber en cours de route. Mais en tout cas, il faut que quelqu'un essaye de mener à bien ses actions, même si on n'y arrive pas, c'est pas grave, mais il faut au moins essayer. Et ce qui est indispensable, c'est de suivre les actions, de pas juste faire une rétro, une réunion, un problem solving workshop, écrire des choses et après ne plus jamais revenir. Et ça, c'est vrai que c'est assez difficile parce qu'on a tout le temps la tête dans le guidon, on a plein de choses à faire, etc. Donc ça pourrait être le rôle du coach agile, accompagné des Scrum Masters aussi qui peuvent être des bons relais là-dessus, de faire ce suivi. Pour faire quelque chose de réel et durable. Et bien sûr, toujours être à l'écoute de ce que disent les équipes, arriver à synthétiser à la fois la définition des problèmes et leurs solutions, ce qui n'est pas forcément évident. Donc il y a des tas de templates qui servent à ça, des problem solving workshop. Bon, moi j'aime pas le fishbone, mais j'aime bien le 5... W et un H par exemple. Bon, peut-être je ferai une vidéo dessus. Mais il y a tout un tas d'outils pour aboutir à ça. Voilà. Allez, question suivante. Hop. Ça fait déjà plus de 15 minutes et on va essayer d'aller assez vite. Je suis un petit peu trop bavard, mais bon, si on fait moins de 20 minutes, c'est déjà pas mal. Question 4. Comment un coach agile peut-il démontrer la valeur de son accompagnement lorsque les résultats sont surtout qualitatifs et difficilement mesurables? Waouh, alors là, c'est une question très difficile. Je ne sais même pas ce que je vais pouvoir répondre en 5 minutes. Donc j'étais à la conférence Agile en scène il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant, où un des sujets, c'est une sorte de crise que vit le monde de l'agilité, notamment les coachs agiles. Et un des mots qui revient très souvent, c'est le mot impact. Comment démontrer l'impact qu'a un accompagnement agile sur l'entreprise. Et donc si vous voulez être encore plus concret, le mot impact, bon, c'est un peu abstrait. On pourrait parler de retour sur investissement. Une entreprise, quand elle engage un coach agile, quel retour sur investissement elle a? Donc ça c'est une préoccupation et c'est un vrai sujet, je pense, au sein de la communauté de l'agilité, et pas que les coachs agiles, ça vaut aussi pour les Scrum Masters ou pour même toutes les méthodes agiles en général. Quel retour sur investissement? Et sachant que c'est vrai que c'est difficile d'avoir des critères quantitatifs. Souvent, c'est qualitatif. Bien sûr, le quantitatif et le qualitatif sont liés. Si on est une organisation de qualité, on va livrer plus de produits et de meilleure qualité. Il y aura plus de satisfaction. Donc, la satisfaction, le nombre d'user stories livrés, c'est aussi du quantitatif. Mais on ne peut pas se limiter au quantitatif parce que c'est très compliqué. Donc, alors, comment démontrer la valeur d'un accompagnement ? À mon avis, déjà, si on se pose la question de la valeur de l'accompagnement, c'est que déjà, il y a un sentiment qu'il n'y a pas assez de valeur apportée, je pense. Donc on part mal. Et pour le démontrer concrètement, j'ai déjà vu, on m'a même déjà demandé dans plein de missions de démontrer la valeur de notre accompagnement. Et en fait, les réponses qu'on a apportées pour démontrer la valeur, à mon avis, n'étaient pas toujours pertinentes. Parce que parfois, ce qu'on a réussi à démontrer par les réponses, alors c'est un peu abstrait, bon, je ne peux pas vous raconter d'anecdotes précises, mais parce que voilà, c'est chez des clients, mais donc on nous demande de démontrer la valeur et la réponse qu'on fait démontre qu'on n'apporte pas de valeur. Bon, je simplifie, je caricature, mais et sans même s'en rendre compte, parce que parfois, on s'en rend pas compte. Par exemple, si on demande démontrer la valeur et qu'on dit on a organisé tant de rétrospectives et qu'on répond ça à des gens qui pensent que la rétrospective sert à rien, ils vont dire la valeur n'a pas été démontrée, quoi. Voilà. Donc la question de comment démontrer la valeur, c'est vraiment pas simple. Je pense que c'est vraiment une colle, parce que même dans des cas où ça se passe bien, c'est difficile de percevoir la valeur d'un accompagnement agile de coach. Une manière de démontrer la valeur d'un accompagnement agile, ça peut être quand on arrive sur un projet
où les choses se passent mal, où les choses sont en crise et qu'on apporte des solutions agiles, donc tout un tas de choses, ça dépend de chaque projet et de la crise qu'il y avait avant, et qu'on arrive à faire fonctionner les équipes et que les équipes arrivent à faire quelque chose et qu'il y a une situation positive qui fait suite à une situation négative où il y avait une crise, etc. Donc dans ce cas-là, on peut dire que c'est grâce à l'accompagnement agile et tout un tas de choses que ça se passe mieux. C'est plus facile. Après, il y a voilà. Bon, j'espère que c'est clair, même si j'ai le sentiment de pas être hyper clair. Une autre chose, on peut demander simplement aux équipiers, aux personnes qui sont dans l'organisation agile, est-ce que l'organisation agile leur va? Parce qu'après tout, tout est fait par les travailleurs, les êtres humains qui sont dans les équipes, et si ils sont contents de l'organisation et des pratiques, bah déjà c'est quand même bon signe, par rapport à s'ils sont pas contents ou en opposition par rapport aux pratiques. Donc pour démontrer la valeur d'un accompagnement, on peut premièrement questionner les équipes qui sont l'objet de l'accompagnement. Après, on peut essayer de mesurer la satisfaction des utilisateurs par rapport aux produits, la quantité de features livrées, la vitesse, etc. Bon, ça c'est un peu plus du quantitatif, pardon. Voilà, donc à mon avis, il faut observer deux choses. Les équipes elles-mêmes, est-ce qu'elles sont satisfaites ou pas? Est-ce qu'elles sont à l'aise ou pas avec l'accompagnement agile qui est en place? Et le produit, ce que les équipes fabriquent finalement, le résultat, l'output, comme on dirait en informatique. Est-ce que ça satisfait le client? Est-ce que c'est suffisamment rapide, etc. Mais bien sûr, c'est assez informel. On ne peut pas vraiment le mesurer avec des critères quantitatifs. En fait, si on le mesure avec des critères quantitatifs, à mon avis, on a déjà perdu parce que même si on arrive à sortir des critères, on va vouloir maximiser des critères quantitatifs et c'est déjà plus une démarche agile. Donc le mot qualitatif, effectivement, est assez important. Donc bon, ça c'est vraiment une question intéressante. Voilà, j'espère que je vous ai donné des pistes. Bon, je rappelle que c'est improvisé. Donc si vous avez des remarques, des précisions par rapport à ce que je dis, ou même si vous n'êtes pas d'accord, bien sûr en respectant, vous pouvez le dire en commentaire. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre au minimum à l'écrit. Et si jamais c'est des questions, s'il y en a beaucoup ou si c'est des questions particulièrement intéressantes, je ferai peut-être une vidéo. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.